Dans la maison soi, il y a 2 colocataires. Il y a l'adulte, mais il y a aussi l'enfant intérieur, c'est-à-dire le petit garçon, la petite fille que nous avons été ou quelquefois pas été dans notre enfance, étant donné les dysfonctionnements, étant donné la maltraitance peut-être, enfin un certain nombre de raisons. Eh bien, cela fait qu'à l'âge adulte, l'adulte justement, ne peut pas prendre suffisamment sa place d'adulte et donc il vit sous l'emprise du petit garçon, de la petite fille en lui. Et l'adulte, dans tout ce qu'il fait, il croit que c'est lui qui est à la barre, et puis il ne se rend pas compte qu'il est en fait ligaturé, aliéné, soumis à son enfant intérieur par rapport à ses angoisses et ses espérances. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres dont Foutez-vous la paix et commencez à vivre ou La théorie du bourgeon, n'ayez plus peur de vivre. Et aujourd'hui, je reçois Moussa Nabati qui va nous parler de comment faire la paix avec nos zones d'ombre. Comment sortir de vraiment l'idée extrêmement plombante, extrêmement erronée qu'il faudrait être uniquement du côté du positif en détruisant le négatif. Comment il faut absolument changer notre rapport à nos émotions pour trouver une véritable paix et une capacité de grandir et de devenir adulte. Vous allez voir, c'est vraiment passionnant et c'est sur Dialogue. Bonjour Moussa, Bonjour Fabrice. c'est vraiment une grande joie de te recevoir de nouveau, tant je trouve ton travail important, libérateur. Et nous allons parler de cette étrange distinction qui nous empoisonne entre émotions positives et émotions négatives. Et comment cela nous prive de la possibilité de travailler avec les vraies difficultés que chacun d'entre nous rencontre. Mais avant d'entrer dans ce dialogue, si tu veux bien rapidement te présenter. Bah, voilà, enfin d'abord je suis très touché par ta bienveillance. Voilà, je m'appelle Moussa Nabati, je suis psychologue, psychothérapeute, psychanalyste. Et voilà, j'ai travaillé dans les institutions psychiatriques pendant, je sais pas, je vais pas le dire parce que ça me rend vieux, pendant une quarantaine d'années, enfin avec les schizophrènes. Et puis après, dans un centre qui était spécialisé pour les déprimés, la dépression en France. Voilà, et peu à peu, grâce au travail que je faisais dans l'institution psychiatrique et dans le centre qui s'appelait La Belle Étoile, hein, qui était spécialisé pour la dépression, j'ai peu à peu élaboré et voilà, ma théorie de l'enfant intérieur. Enfin, pour dire très brièvement, en résumé, que voilà, dans la maison soi, vous voyez, donc il y a un peu, au moins 2 habitants, il y a 2 colocataires, il y a l'adulte, mais il y a aussi l'enfant intérieur, c'est-à-dire le petit garçon, la petite fille que nous avons été, ou quelquefois pas été dans notre enfance. Et voilà, donc étant donné les dysfonctionnements, étant donné la maltraitance peut-être, enfin un certain nombre de raisons, eh bien cela fait qu'à l'âge adulte, et l'adulte, justement, ne peut pas prendre suffisamment sa place d'adulte et donc il vit sous l'emprise du petit garçon, de la petite fille en lui. Et peut-être que la plupart, enfin, de ce qu'on appelle des névroses et des dysfonctionnements et des souffrances psychologiques, des blocages, etc., proviennent justement de cette inadéquation, de ce déséquilibre entre 2 plateaux de la balance, c'est-à-dire l'enfant et l'adulte, qui, voilà, qui ne sont pas, qui sont complètement fusionnés parce que l'adulte, dans tout ce qu'il fait, il croit que c'est lui qui est à la barre, il croit que c'est lui qui a décidé, c'est sa décision, et puis il ne se rend pas compte qu'il est en fait ligaturé, aliéné, soumis à son enfant intérieur, et voilà, par rapport à ses angoisses et ses espérances. Alors la question qu'on a choisi d'aborder, de traiter, c'est cette étrange distinction qui s'impose un peu partout entre des émotions positives et des émotions négatives. Alors, je suis souvent revenu sur cette chaîne et dans les
les entretiens que je fais, j'ai demandé à Fabrice, dans lequel je réponds aux questions des gens, à quel point cette distinction, elle est vraiment, elle n'a pas de sens. Il n'y a pas d'émotion positive ou d'émotion négative. Est-ce que tu peux donner ton point de vue? Absolument. En fait, c'est des émotions dites, qualifiées de positives ou de négatives. C'est une espèce de clivage, c'est une espèce de manichéisme qui ne tient pas la route parce que quand on dit un chien et quand on dit un sapin, voilà, c'est deux êtres vivants différents. Alors qu'en fait, les émotions dites injustement négatives ne sont pas forcément négatives. C'est-à-dire que la différence, enfin la différenciation entre positive et négative, c'est pas un diagnostic, c'est pas quelque chose qui renseigne sur la nature et l'essence, parce que fondamentalement, une émotion n'est ni positive ni négative. Une émotion est. Voilà. Alors, voilà. Alors donc, quand on dit les émotions négatives, c'est un jugement en fait. C'est une hiérarchisation et un jugement. Mais on peut dire les émotions agréables, les émotions désagréables, les émotions pénibles, les émotions joyeuses, vous voyez, sur le moment, parce qu'on a appris une bonne nouvelle, parce que, voilà, on a appris une mauvaise nouvelle. Donc, des émotions comme ça, mais ce n'est pas la nature de ces émotions qui sont pour toujours toxiques, négatives, malsaines. Alors c'est pour ça que c'est très important, si tu veux, de se libérer un peu de ce manichéisme, voilà, tout à fait artificiel, et qui est vraiment non seulement pas aidant, mais qui est vraiment très handicapant. Pourquoi Parce c'est qu'à handicapant? handicapant, parce qu'à partir du moment où on dit les émotions négatives, donc négatives, ça veut dire les émotions mauvaises, ça veut dire les pas bonnes, et c'est toute la dialectique, enfin tout le bien et le mal, donc c'est pas bon, c'est pas bien, donc voilà. Il y a une espèce d'énergie qui se développe pour les éloigner, pour les écarter, pour s'en protéger, parce que voilà, parce que c'est négatif, parce que notre nature, c'est-à-dire le petit garçon en nous justement, puisqu'il est sorti d'un paradis matriciel, puisqu'il a été dans l'Éden, après il est né, et alors il y a toujours cette tendance en lui de retourner, de retrouver la matrice, de retrouver le paradis, enfin harmonieux, où tout allait bien, il n'y avait pas de frustration, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas d'attente. Donc il y a toujours cette tendance de retrouver l'harmonie et l'équilibre et la paix et la satiété qu'on a connue avant. Alors c'est pour ça que dès que dans la vie adulte, il y a des contrariétés, il y a des frustrations, il y a des manques, il y a des blessures, il y a des traumatismes, eh bien, voilà, on a tendance à qualifier toutes ces émotions, enfin, tristesse, vide, et tout ça de négatif, parce qu'il y a cette tendance de retrouver le sein maternel, de retrouver son comblement, sa complétude, et l'harmonie et la fusion qu'on a naguère connue. Alors, une des raisons pour lesquelles on se bat contre les émotions dites négatives et on les éloigne, et voilà, parce que ça nous frustre par rapport, enfin, ça contrarie et ça fait échouer cette tendance inconsciente qu'on a en nous de retrouver la paix, l'harmonie et l'équilibre, etc. Et alors, mais une autre tendance, une autre raison qui nous fait rejeter les émotions en les qualifiant de négatives, c'est l'empreinte, l'aliénation culturelle. Parce qu'effectivement, on vit dans une société où les valeurs deviennent de plus en plus binaires et où le système, peut-être, la société, peut-être, a intérêt à pathologiser un certain nombre d'émotions, a intérêt à vanter ce fantasme originaire qu'on a de paradis et d'harmonie et tout ça, parce que ça lui permet d'exercer sur les individus une certaine domination, et ça permet surtout d'ouvrir un marché. Parce qu'à partir du moment où on dit aux gens la tristesse, le sentiment de vide, la solitude, l'angoisse, la honte, la culpabilité, ce sont des émotions négatives,
Donc, les émotions mauvaises, on essaye, et après, on a tendance à leur donner, faire des promesses, à leur donner des outils ou des choses à acheter, par exemple les médicaments, entre autres, par exemple. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on pathologise ces émotions qui sont absolument pas pathologiques, et d'ailleurs, éprouver les sentiments, enfin les émotions négatives, d'ailleurs, c'est un signe de bonne santé et psychique. Enfin, on reviendra tout à l'heure. Mais donc, je veux dire que peut-être que la société aussi a intérêt à entretenir cette binarité, cette opposition entre émotions négatives et positives, parce que ça lui permet d'exercer une certaine domination sur nous, et puis ça lui permet de nous faire acheter, de nous faire consommer un certain nombre d'objets ou de substances dans la promesse de retrouver cette harmonie et cette fusion qu'on aurait connue avant. Donc là, Par exemple, en France, la consommation des antidépresseurs, des antalgiques, des anxiolytiques, vraiment bat tous les records. C'est 3 fois plus que dans tous les pays européens, par exemple. Donc on va plus nommer émotion négative, on va appeler émotion douloureuse pour distinguer. L'émotion négative, c'est ce que nous fait croire notre société en nous vendant l'illusion qu'on pourrait revenir dans la matrice. Et ça, c'est à la fois le discours, comme tu l'as dit, un certain discours politique, un certain discours social, un certain discours économique. Mais donc les émotions douloureuses ont une vertu profonde. Au fond, on pourrait dire que ton travail, c'est de nous montrer que être un être humain et grandir, c'est pas rejeter les émotions douloureuses, mais c'est de voir leur vertu. Alors, quelle est la vertu des émotions douloureuses ? C'est ça. C'est-à-dire surtout que les émotions joyeuses et pénibles s'inscrivent dans une espèce de dialectique que j'appelle la dialectique féconde des contraires. Par exemple, il ne peut y avoir de musique que s'il y a des moments de silence. Voilà. Donc, il ne peut y avoir de joie que si on accède à la souffrance. C'est-à-dire tous les contraires, en fait, ce ne sont pas des oppositions qui s'excluent, mais ça s'inscrit dans un cadre de dialectique des contraires. C'est-à-dire qu'en fait, la tristesse, par exemple, est garant de la joie, parce qu'on ne peut pas éprouver de la joie si on n'est pas capable également d'éprouver la tristesse. Mais en même temps, la tristesse, c'est garant, mais ça peut être aussi une limite à la joie. C'est-à-dire que la joie ne peut pas dépasser longtemps une certaine intensité, parce qu'à ce moment-là, le psychisme, il est en état d'implosion. C'est pour ça que les religions, par exemple, ils ont instauré plein dans le calendrier des dates festives, on chante, on danse, enfin, ils jouent, les invitations, le festin, etc. Mais dans toutes les religions, il y a aussi, et donc, dans le calendrier, des rendez-vous moins agréables. C'est-à-dire, on jeûne, on ne travaille pas, c'est interdit d'avoir des rapports sexuels. Donc, c'est très important que la joie et la tristesse ne s'excluent pas, ne soient pas clivées, ne soient pas des opposés, mais que ça soit dans une dialectique féconde des contraires, parce que l'un, c'est le garant et la limite de l'autre. Par exemple, quand on regarde, par exemple, la culpabilité, le sentiment de culpabilité, vraiment, depuis une cinquantaine d'années, il y a bon nombre d'ouvrages qui ont paru, ou d'articles, dans l'objectif de la déculpabilisation de l'individu. Parce que on s'est dit la culpabilité est d'origine morale, d'origine religieuse, etc. Donc, déculpabiliser. Or, la culpabilité n'est pas d'essence toxique ou mauvaise, etc. Mais la culpabilité, enfin, le sentiment de culpabilité peut être également une bénédiction. C'est la preuve d'un fonctionnement sain. Parce que le pervers, par exemple, pour donner un exemple, le pervers, ou le délinquant, qui manque d'empathie, qui ne peut absolument pas se mettre à la place d'autrui, qui ne peut pas s'imaginer la souffrance qu'il occasionne, qu'il n'a pas de frein, peut nuire et commettre des actes de délinquance ou des viols, etc., sans aucun sentiment de culpabilité qui pourrait éventuellement lui servir de frein
et empêcher le passage à l'acte des pulsions. Donc, le sentiment de culpabilité voilà, donc parfois est déplacé, parfois est responsable des blocages dans dans certains couples, pour les rapports sexuels ou pour s'octroyer le bonheur. On se sent, on peut avoir les sentiments de non-mérite. On peut s'interdire de jouir de la vie quand on peut penser qu'il y a des gens qui en sont privés. Et voilà, donc c'est pas ni foncièrement, ni uniquement positif, ni uniquement négatif. Une autre émotion, par exemple l'espoir. A priori, c'est vraiment très très positif. Mais bien sûr, c'est positif. Voilà, donc c'est la promesse. Il faut garder l'espoir, ça va aller mieux. Je ne vais pas être toujours en maladie ou en manque, etc. Mais ça peut quelquefois aussi fonctionner comme vraiment quelque chose qui nous empêche de continuer notre cheminement et qui nous plonge dans des illusions. C'est-à-dire parce que, alors, quelquefois, le contraire de l'espoir, enfin, ce que j'appelle dans mes livres la désespérance, peut être salutaire. C'est-à-dire que la désespérance, ça veut dire que, voilà, qu'on ne va pas être complètement dominé et dévoré par l'espoir dans le sens des promesses illusoires, hein. Ça veut dire qu'effectivement, on peut gagner de l'argent, on peut avoir une vie sexuelle épanouie, on peut gagner beaucoup de diplômes, on peut réussir des élections, etc. C'est-à-dire qu'on peut gagner l'objet, beaucoup d'argent, des choses comme ça. Mais bon, après, c'est pas grâce à tout ça que la dépression infantile précoce ou le mal-être, ça disparaît. Donc, l'argent, par exemple, peut donner beaucoup de joie, mais ça ne rétablit pas notre être, notre identité. Donc, voilà, c'est avoir, c'est pas l'être. Donc, la désespérance, qui est le contraire de l'espoir et qui est un peu dénigrée, peut être effectivement une émotion très salutaire. Sinon, on va rester comme ça dans la caverne de Platon et on prend ses illusions pour la réalité. Donc on a... Donc, des sens, il n'y a pas de positivité, de négativité. Donc le premier geste, c'est de voir que quand je suis triste ou en colère, ça participe de la dynamique des contraires et que ça participe du mouvement de la vie. C'est ça le premier mouvement. Absolument. Que tu nous quand invites. je suis triste, bien sûr, ça dépend après de l'intensité. Parce que si c'est un état de crise, un état de détresse, etc. Quand dans la vie quotidienne, il m'arrive d'être triste, il m'arrive de m'ennuyer, il m'arrive de me sentir seul, il m'arrive de me sentir frustré, enfin toutes ces émotions pas très gaies. Voilà, donc, c'est important de se dire que ce ne sont pas des choses, enfin des émotions à fuir, à rejeter, à combattre en consommant de l'alcool, enfin, avec des passages à l'acte, en recourant à des objets dans l'extérieur, que toutes ces émotions que j'éprouve montrent que je vais bien, au contraire, parce que vraiment, un signe de la bonne santé, c'est qu'on peut tomber malade. Parce que moi, ma thèse de doctorat, c'est sur le fait des schizophrènes qui tombaient jamais malades. C'est-à-dire que corporellement, ils n'étaient pas atteints. Il y avait des degrés d'hallucination et de délire et de dissociation psychologique très importants, mais le corps était comme en acier inoxydable. Il y en avait qui cassaient la glace dans les lacs pour aller nager sous la glace. Et alors que nous, pour la moindre chose, on attrape froid, et ça, ils étaient vraiment infaillibles. Donc, tomber malade, c'est un signe de santé, c'est-à-dire que c'est pas une mécanique, voilà, donc robotique. Ça veut dire que nous avons cette faille, nous avons cette fragilité dans notre humanité, parce que être humain, ça veut dire voilà, s'inquiéter, avoir le sentiment d'être perdu, etc. Donc, éprouver des sentiments comme ça, il n'y a pas sortir son Kalachnikov immédiatement, il n'y a pas besoin de lutter, donc ça veut dire qu'on va bien. Et ça veut dire aussi
sans pathologiser, parce que vraiment ma logique, c'est de ne pas trop pathologiser, parce que quand on pathologise, et c'est pas bien, et ça, il faut avoir recours à des objets ou à des médicaments, voilà. Donc si on pathologise pas, on peut se dire que c'est peut-être des indicateurs, peut-être des messagers, peut-être que c'est des facteurs qui m'amènent une missile, qui m'amènent un courrier, peut-être que c'est des émotions dont on peut se servir comme une espèce de fil d'Ariane, parce qu'ils viennent me dire quelque chose. Alors justement, quand on les fait taire, eh ben, donc le message, il reste inaudible. Alors c'est pour ça que dans la dépression, bien sûr, il faut la prescription des antidépresseurs, quelquefois en fonction des indications, parce que la souffrance est très importante. La personne ne dort pas, ne mange pas, il a des tendances suicidaires et tout ça. Mais quelquefois, si on fait taire la dépression, en même temps, on se prive de ce guide, de ce fil d'Ariane qui nous permet de remonter à l'origine de la dépression. Alors, comment on fait ça? Comment, la grande question là, c'est comment je reçois le message que m'envoie l'émotion. Donc on a vu, pour les émotions normales, je me sens triste, je me sens en colère, il faut que j'accepte, ça fait partie de la dynamique de la vie. Mais quand ça devient un peu trop intense, comment faire pour ne pas perdre mes moyens et entendre, remonter le fil d'Ariane et entendre le message que me donne l'émotion. C'est ça. Alors, effectivement, dans un cas de crise, la présence des proches est indispensable. Dans un cas de crise, j'ai dit tout à l'heure, quand il y a des risques de passage à l'acte. Non, mais sans parler des choses aussi, je me sens Alors, dans une angoisse forte. Je me sens très en colère. Je me sens... La jalousie me déborde. On va pas oui. prendre le côté trop pathologique, mais voilà. Je me sens dans une jalousie un peu extrême, je me sens très en colère, je me sens paniqué, ou je sens une sorte de vide en moi. Voilà. Comment, quand ça m'invalide, quand ça me pèse, sans que ce soit catastrophique, mais quand ça me pèse, c'est-à-dire ce que chacun d'entre nous vit régulièrement, C'est ça. comment tu peux nous aider, là, à remonter le fil d'Ariane et à entendre le message que ça nous donne? C'est ça. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est très important, ça paraît un peu paradoxal, la première chose à faire, c'est de ne rien faire. Non. De ne rien faire. Parce que une difficulté, une souffrance, alors il y a 3 caractéristiques. Une souffrance qui est intérieure, qui est psychologique et qui est ancienne, parce qu'en fait, moi, je pars de l'hypothèse que quand on va pas bien, c'est rarement l'adulte qui va pas bien, qui est en détresse, mais c'est à travers lui, son enfant intérieur. Par exemple, quand on a une rupture amoureuse ou quand on a un licenciement, bien sûr que l'adulte souffre, parce que l'adulte a perdu son bien-aimé ou sa bien-aimée. Bien sûr qu'il a été licencié, donc c'est douloureux. Mais ce genre de douleur, on peut dire, ça pèse 4-5 kilos. Voilà. Mais quelquefois, certaines personnes, après un licenciement, une rupture amoureuse, il y a 5 tonnes de souffrance, non pas 5 kilos ou 10 kilos, 5 tonnes de souffrance. Ils perdent le sens de la vie en perdant l'objet, c'est-à-dire le travail ou la bien-aimée. Donc, quand ça fait 5 tonnes, ça veut dire que ce n'est pas la souffrance de moi, l'adulte, c'est la souffrance de l'enfant intérieur Absolument. en moi. Le petit garçon, la petite fille. Qui souffre, et c'est ça qui explique l'exagération la de la souffrance. La gravité, donc la tendance de passer à l'acte, etc. Et en fait, cette rupture amoureuse et ce licenciement est d'autant plus douloureux et insupportable que ça me rappelle le premier licenciement dont je fus victime dans mon ailleurs et avant, c'est-à-dire licenciement par la mère, c'est-à-dire la problématique d'abandon, c'est-à-dire que je n'ai pas été suffisamment nourri de l'amour et de la chaleur et je n'ai pas été suffisamment protégé. Donc, face à la souffrance, la première chose à faire, c'est de ne pas faire, mais d'être sensible, d'être vigilant, de repérer et d'accueillir l'enfant intérieur parce que c'est lui qui est vraiment la boule de souffrance et c'est lui
Parce que sinon, l'adulte, voilà, après une rupture amoureuse, un licenciement, il peut trembler, effectivement, avoir une période voilà, de deuil, accomplir un deuil, et puis après, il peut se remonter, se remettre debout. La libido, voilà, il reprend, et il peut trouver un autre emploi, il peut retrouver un autre objet d'amour. Ça n'est pas vital. Pour l'enfant intérieur, c'est vital. Pour l'adulte, c'est pas, qui n'est pas dans la dramatisation et qui n'est pas dans 10 moins 1 est égal 0, c'est-à-dire que quand un élément manque, la totalité est remise en cause. Quand dans un château, il y a une fenêtre qui ne va pas bien, qui marche pas bien, on rase le château, tout ou rien. Pour l'enfant, c'est tout ou rien. Pour l'enfant, c'est très grave. Parce que, voilà, ça veut dire qu'il Parce que si je me fais licencier, donc 5 kilos de douleur, si je sens 5 tonnes, c'est parce que l'enfant, lui, être licencié, Absolument. ça le met en danger de mort. Absolument. Moi, adulte, si je perds mon boulot, je peux en trouver un autre, c'est douloureux, ça va me demander une remise en question. Après mais le sentiment d'impuissance absolue, de perdre le sol qui s'effondre sous mes pieds, ça, c'est vraiment lié. Absolument. C'est l'enfant, parce que l'enfant, lui, réellement, l'enfant que j'étais, avoir vécu ça, ça m'a rendu, ça me met en danger de mort. Donc c'est ça que je dis. En danger d'inexister, plus exactement. D'inexister, c'est ça. D'inexister. C'est ça. Alors, ça, je pense qu'on voit bien. Ne rien faire, au fond, ça veut dire que devant la douleur, d'abord, je commence par ne rien faire. C'est tout à fait paradoxal. De ne pas recourir à des bouées de sauvetage. C'est ça. C'est ce que j'appelle dans mon langage foutez-vous la paix. Donc là, on se rejoint. On se fout la paix. C'est-à-dire que nos actions habituelles ne font que renforcer le problème plutôt que nous aider. Absolument. Et ça, c'est le grand paradoxe. C'est ça que je trouve très important, très libérateur, très surprenant. C'est que la plupart des méthodes qu'on propose aux gens pour aller mieux, loin de les aider à aller mieux, les font aller encore plus mal. Exactement. Parce que ça nous fait fuir Exactement. le lieu de la guérison. Absolument. Que tu appelles dans ton langage. Absolument. Que c'est là où il y a la plaie que la guérison peut advenir. Absolument. Et que fuir la plaie, c'est empêcher la cicatrisation. Absolument. Il y a un sage qui a dit « J'ai 2 règles d'or pour qu'on élève les enfants et qu'ils deviennent heureux et qu'ils deviennent équilibrés. J'ai 2 règles d'or. Ma première règle d'or, enfin en tant que parent, l'éducation des enfants, ma première règle d'or, c'est que si vous voulez que vos enfants deviennent heureux et libres, etc., eh ben, il faut s'occuper d'eux. C'est ma première règle d'or. Et ma seconde règle d'or, c'est que si vous voulez que vos enfants deviennent autonomes et indépendants et heureux, eh ben, il ne faut pas s'occuper d'eux. Voilà, ce n'est pas des contradictions, c'est la dialectique féconde des contraires. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on est petit garçon, même dans l'utérus, enfin après la naissance, eh ben, la dépression infantile précoce, c'est insupportable. Parce qu'il faut effectivement briller, et perfection et tout ça. Il faut recourir à des mécanismes de défense pour pouvoir se construire, pour pouvoir compter. Parce que pourquoi on fait tout ça dans la brillance et l'excellence et l'argent de ça? Pour compter, pour avoir une place, pour avoir une importance, pour avoir une utilité, parce qu'on n'avait pas avant. Donc, les mécanismes de défense, faire des choses, agir, voilà, c'est très, 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 très positif pendant quelques décennies. Mais après, à l'âge adulte, les mêmes instruments qui nous ont garanti notre survie et qui nous ont sauvés de la dépression infantile précoce, des craintes d'inexister, hein, eh bien, les mêmes mécanismes deviennent inopérants et ils opèrent à l'inverse. C'est-à-dire que plus on fait après, et moins on est bien. Et plus on avance dans l'âge, et plus on se rapproche de son enfant intérieur. C'est pour ça que faire jusqu'à un certain point, c'est bien, mais après, la chose la plus importante, c'est de ne pas faire, c'est-à-dire de ne plus, parce qu'on a fait tout le temps pendant des décennies, de ne plus recourir à des mécanismes de fuite et de déni et de refus et de lutte. Donc, ne pas faire, ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre un problème intérieur, psychologique, ancien, grâce
par recours à des choses à l'extérieur, réelles et aujourd'hui. Donc on est complètement en porte-à-faux. Et c'est en ne faisant pas, ça veut dire c'est important de retrouver son enfant intérieur et d'écouter sa souffrance et de l'accompagner. Déjà, de ne pas le pathologiser, par exemple. Ça veut dire que quand j'éprouve de l'angoisse, de la culpabilité, de la honte, déjà pas On l'a dit déjà, pathologiser. on l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est vraiment important de préciser. Très important. Pathologiser, si je suis angoissé de s'accepter tel quel. Et que je pathologise, c'est-à-dire, ça veut dire je suis malade, c'est Et un problème. À des, et donc à des médications. Ou pas forcément, où je me mets l'étiquette que je suis malade. C'est ça. Et donc, c'est très important parce que, je vais vraiment insister là-dessus, on ne se rend pas compte que notre société, elle pathologise absolument de manière complètement délirante la moindre signe de douleur. De la consommation et de la manipulation. Donc ça, c'est important parce qu'on voit, dès que quelqu'un souffre, dès que quelqu'un a mal qui peut être normal, il est névrosé, c'est pas normal. Quelqu'un se met en colère, il est névrosé, alors que la colère peut être légitime. Donc on voit que la pathologisation est une manière dont notre société écrase la dialectique des contraires qui est féconde à la vie, écrase l'individu. Donc je veux vraiment préciser ce que tu veux dire par pathologisation, que c'est très important parce que ça passe... Aujourd'hui, la pathologisation, elle passe inaperçue. Donc, il faut vraiment que les gens se rendent compte qu'on ne se rend pas compte. Et alors, je vais même aller un peu plus loin, je ne sais pas si tu vas d'accord, mais il y a même une responsabilité, je trouve, de beaucoup de psychologues qui, au lieu d'entrer dans le processus de la vie et de l'existence comme tu le fais, je trouve qu'il y a beaucoup de psychologues qui participent de cette pathologisation. Et donc, on pourrait dire que, voilà... Souvent sur ma chaîne, je critique une certaine forme de psychologisation. Quand elle est une pathologisation, il faudrait qu'une vraie psychologie doit être absolument inséparable d'un rapport à l'existence humaine, d'un rapport presque philosophique à la gravité de l'existence. Et quand elle nie la gravité de l'existence, alors qu'elle prétend aider les gens, elle les empoisonne. On est tout à fait d'accord. Donc le statut de la souffrance, à l'heure actuelle, voilà, la souffrance est devenu inutile, pas nécessaire, et puis même pas bien à éluder. Une faute. La souffrance... Si je souffre, c'est que je suis en faute. Voilà. Alors qu'un vrai thérapeute absolument rejoint là, disons, la posture d'un vrai philosophe. La souffrance fait partie de l'existence, et la reconnaître permet de grandir, de se développer et d'être un être humain adulte. Absolument. Et donc la peur de la souffrance actuelle est vraiment une crise de civilisation. Absolument. Et d'autant plus que ça peut servir à des fins de manipulation, je le dis aussi sans cesse, c'est que il peut y avoir des hommes politiques qui auraient tendance effectivement à promettre, parce qu'ils s'adressent non pas à l'adulte, mais ils s'adressent à notre enfant intérieur en détresse, à lui promettre effectivement donc la matrice, c'est-à-dire quand je serai élu, il y aura plus d'angoisse, il y aura plus de solitude, il y aura plus d'insécurité. Alors il y a l'insécurité sociale, je suis d'accord, mais il y a aussi un sentiment d'insécurité, voilà, de l'enfant intérieur, parce qu'il a été seul dans son ailleurs avant. Donc, alors qu'en fait, beaucoup d'hommes politiques ne s'intéressent qu'à la conquête et à la conservation du pouvoir, mais ils peuvent titiller notre pensée magique infantile en nous faisant croire, par la promesse, que quand ils seront là, ils seront vraiment des bons parents qui vont nous ramener au paradis perdu, à la matrice, et que tout ira bien. Donc on voit bien ici que l'analyse, la compréhension de notre psyché humaine permet de comprendre même des enjeux politiques majeurs aujourd'hui, et on voit bien que peut-être beaucoup des problèmes politiques de notre temps, c'est que ça nous enferme dans une dimension infantile au lieu de nous permettre d'être adultes. Absolument. Alors, revenons à la question que je t'ai posée, sur laquelle je voudrais plus d'éclairage. Comment... Donc d'accord, je ne fais rien, je sens ma colère ou ma détresse, je ne fais rien de matériel. Oui, ça, il faut bien prêter, je ne fais rien de matériel.
je sens ma colère, ma détresse, ou comment remonter le fil d'Ariane? Bah, déjà, D'accord, j'ai euh, fait rien, c'est une première étape importante, mais ça va pas suffire. Ça va me libérer ça va me libérer de toutes ces attitudes de fuite. Mais quand même, là, je fais rien. C'est une première étape, mais comment j'arrive à entendre le message? je suis donc je repère et j'accueille les émotions, enfin, pénibles. Mais alors, ce qui est très important, c'est que essayer de se regarder comme un autre. C'est-à-dire de se regarder comme si on regardait un autre et se regarder comme si c'était un autre qui nous regardait. C'est-à-dire que vraiment, je pense que ce qui aide énormément à l'unité de l'identité, c'est la prise de conscience de ces deux énergies, de ces deux voix, de ces deux moi, de ces deux soi en soi. C'est-à-dire que le fait de se regarder par rapport à la repérage et à l'accueil de la souffrance, c'est de mettre cette souffrance insupportable, non pas du côté de moi, ce n'est pas moi qui souffre ici et maintenant en raison d'un traumatisme extérieur, mais de le mettre sur le compte, les comptes disjoints, comme à la banque, sur le compte de l'enfant, du petit garçon et de la petite fille que j'étais. Enfin, plus exactement, que je ne suis pas arrivé à être. Voilà. Et à partir du moment où on fait cette séparation entre les deux colocataires de la maison soi, eh bien, à partir du moment où on prend conscience de l'importance de la détresse de l'enfant intérieur, cette acceptation, ça permet que ça soit moins fort. Et cette acceptation, ça permet à l'adulte de faire un peu le contrepoids. À l'adulte qui était complètement écrasé par tout ça, de faire le contrepoids. Voilà. Alors, ce qui fait que après, l'adulte, il pourra, euh, par exemple, éprouver ses sentiments pénibles, par exemple la culpabilité, par exemple, ou la solitude, par exemple. Mais déjà, puisque c'est l'adulte, déjà, l'adulte, il comprend que c'est pas vraiment occasionné par des traumatismes extérieurs maintenant, que c'est son enfant intérieur qui ça réveille et ça titille des souffrances en lui. Mais l'adulte, puisque c'est l'adulte qui comprend que ressentir la culpabilité, ça n'est pas être coupable. C'est-à-dire qu'on peut ressentir, par exemple, des angoisses de mort, vous voyez. Donc ça, parce que l'enfant, euh, pour l'enfant, les mots et les choses, les émotions et la réalité sont tout à fait équivalentes. Mais l'adulte, donc, qui comprend qu'il est là face à la détresse de son enfant, à l'angoisse de son enfant intérieur, il déjà fait une distinction entre dehors et dedans, et l'émotion et la réalité. Voilà. Donc, ça devient beaucoup plus supportable à ce moment-là. Et donc, cette distinction entre les deux énergies, ça lui permet de faire le contrepoids et ça lui permet de supporter les choses beaucoup mieux. Parce qu'en fait, si on ne supporte pas une angoisse, par exemple, ça n'est pas parce que l'angoisse est insupportable. Ça veut dire qu'on l'a petit à petit, on l'a engraissée en se défendant contre elle. Par exemple, la dépression, la personne devient vraiment déprimée à hospitaliser, non pas parce que la dépression, c'est quelque chose de terrible et de destructrice, mais parce que des gouttes d'eau se sont accumulées pendant longtemps. Enfin, ce qui veut dire qu'en fait, la souffrance ne provient pas du traumatisme, mais la souffrance provient de l'inacceptation, du refus et de l'éloignement du traumatisme. D'autant plus que, par exemple, par rapport aux émotions désagréables, il y a cette croyance complètement originaire en nous qui identifie l'émotion et la réalité. Par exemple, dans beaucoup de religions, comme l'islam et le judaïsme, par exemple,
Les intentions, c'est très important, les intentions. C'est pas que des pensées ou des fantasmes. Par exemple, quand on a une très bonne intention vis-à-vis d'une personne, c'est une bénédiction. Ça peut être récompensé. M- Même si on n'a pas fait juste l'intention, quand on a une mauvaise intention vis-à-vis d'une personne, c'est un péché. Sauf si volontairement je renonce à cette mauvaise intention. Mais si j'ai une mauvaise intention vis-à-vis d'une personne et que il y a quelqu'un qui m'en éloigne, il y a quelqu'un qui m'en empêche, ça n'a pas été de mon fort intérieur de renoncer à cette mauvaise intention, c'est péché. Alors c'est pour ça on se souhaite des vœux bonne année, et même la malédiction. Donc les mots, vous voyez, les mots, c'est pas des mots. Les mots, c'est des réalités. Les mots, c'est les choses. Pour l'enfant intérieur. Et Je n'ai quand... pas très bien, j'ai pas complètement compris. Donc là, tu essaies de montrer que nos intentions ont un sens. Mais ça, nous, en Voilà, tant qu'adultes, c'est ça. c'est quoi Pour l'enfant, Oui, les angoisses de mort, c'est pas les angoisses de mort, c'est la mort. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai perdu mon père, par exemple, à 54 ans. C'est la certitude, l'enfant intérieur, la certitude que je ne pourrais pas dépasser mon père. Enfin, les angoisses de mort, pour l'enfant intérieur, c'est des réalités, c'est pas que des fantasmes, c'est pas que des sentiments, c'est pas que des émotions. C'est-à-dire, c'est, comme j'ai dit, par exemple, dans la religion, c'est égal. Quand on a l'intention de tromper sa femme, même si on ne le fait pas, on a trompé sa... C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire que le fait d'avoir des émotions d'une certaine catégorie, il y a une tendance un peu superstitieuse dans le regard de l'enfant intérieur, où les mots, ça devient des mots. Les mots, c'est des réalités. et devenir Donc les adulte, émotions, c'est faire la distinction entre les mots et le réel. absolument. Devenir adulte, ça permet de différencier, pas couper, mais différencier l'enfant intérieur de l'adulte, différencier le passé du présent, l'intérieur de l'extérieur, L'intention de ce qu'on a fait, l'intention, le fantasme, l'émotion. de ce qu'on fait. Voilà. Par Et c'est exemple, cette absence de distinction qui nous absolument, plombe la vie. absolument, Et donc se absolument. libérer des émotions douloureuses et leur donner à la juste place implique Ce regard adulte, ce regard adulte. voilà, Et au fond on pourrait reprendre, tant qu'on est prisonnier de l'idée qu'il y a des émotions positives et négatives, on ne rentre pas dans ce que sont les émotions véritables et on s'empêche de grandir. absolument. Chaque fois que je dis émotion négative, je m'enferme dans l'infantilisme. C'est ça. Je ne fais pas la distinction entre l'enfant en moi et l'adulte en moi. Et tant que je ne fais pas cette distinction-là, je ne peux pas devenir adulte. C'est ça. Et donc notre société qui ne cesse de parler d'émotions négatives, au fond, nous infantilise profondément. Absolument. Un exemple, les angoisses de mort. Voilà, donc c'est quelque chose de terrible. Mais quand on comprend qu'en fait, le sujet adulte, enfin, on craint un peu la mort, tout le monde craint, mais enfin, personne ne sait ce que c'est la mort. Quand on arrive à comprendre que ces angoisses, ce sont des angoisses de l'enfant intérieur, du petit garçon, et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'en fait, l'adulte n'a pas peur de mourir plus tard. Il est déjà mort. C'est-à-dire les angoisses de mort qu'on a, ça veut dire que l'enfant est déjà mort, c'est-à-dire dans le sens qu'il n'a pas existé pour ses parents, dans le sens qu'il n'a pas été nourri, dans le sens qu'il n'a pas été protégé. Voilà. Donc, les angoisses de mort qui nous paralysent, en fait, c'est des angoisses tout à fait infantiles. Alors que quand l'adulte, il est face à l'angoisse de la mort, il en fait une hypothèse, c'est-à-dire il se dit, voilà, effectivement, pour l'instant, je suis vivant, je mourrai peut-être demain ou, je sais pas moi, dans 50 ans, mais voilà, donc j'accepte, c'est comme ça, et puis voilà, ça m'empêche. Aujourd'hui, je suis vivant. Et d'ailleurs, c'est l'acceptation de la mort, tout à fait paradoxalement, qui lui permet d'être là et d'être vivant et d'être aujourd'hui dans ici et maintenant et jouir de ce que la vie lui donne. Comment Alors que chez l'enfant, ça bloque complètement. comment apaiser l'enfant en moi qui n'a pas, quand il n'a pas pu
être accueilli, accepté, et qui est d'une certaine manière, comme tu disais, un peu... Reconnaître l'enfant moi qui est blessé, qui n'a pas pu exister. Reconnaître l'enfant et prendre pour vrai toutes ces émotions. C'est très frappant. Pas réel, mais vrai. C'est très important ce que tu dis, parce que moi, je suis frappé que beaucoup de gens, quand comprennent ça de travers. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui a empoisonné notre société, qui vient là aussi un peu d'une mécompréhension et d'une certaine aussi distorsion de la psychanalyse. Les gens ont l'impression, beaucoup, qu'ils sont condamnés parce qu'ils ont vécu en tant qu'enfants. Beaucoup de gens ont l'impression, mon père ne m'a pas aimé, ma mère m'a battu, donc je ne pourrai jamais grandir. Ce que tu montres, toi, c'est exactement l'inverse. C'est en reconnaissant l'enfant qui a été maltraité, c'est pas du tout pour nous enfermer et que je vais passer ma vie à dire, voyez, j'ai pas été aimé, donc ça explique et ça justifie tous les manquements que je suis maintenant, mais c'est m'apprendre au contraire à pouvoir apaiser, guérir cet enfant pour devenir adulte. Absolument. Ce n'est pas l'acte, ce n'est pas le traumatisme réel qui nous empêche de vivre plus tard bien. C'est important. Si j'étais maltraité, si j'étais une petite fille abusée, etc., donc l'histoire n'est pas sans importance, mais la réalité n'a pas toujours le dernier mot. Ça veut dire que après, moi, je suis plus bien et je m'empêche de vivre et de m'épanouir, non pas parce que j'ai subi ceci et cela, mais parce que je suis dans le déni et la lutte et l'inacceptation. C'est ça, parce que la lutte et l'inacceptation me prend une énergie psychique absolument monumentale. Et plus je lutte, et plus je m'affaiblis, et plus je donne de la force aux symptômes contre lesquels je suis en train de lutter. Donc l'histoire, oui, c'est très important, mais ça ne veut pas dire qu'on en est séquestré à jamais, mais ça veut dire surtout, et même Marx et Sartre disaient, la liberté, c'est ce qu'on fait à partir de ce qu'on a. Donc ça dépend du regard qu'on a par rapport à ce qui fut. Et quand on découvre l'enfant intérieur, justement, et on prend toutes ces émotions pour vraies, pas réelles, mais vraies. C'est pour ça que dans le judaïsme, on dit Dieu est vrai. On ne dit pas Dieu est réel. Donc la vérité, ça veut dire l'enfant intérieur a ressenti tout ça. Donc ça permet de légitimer, encore une fois, de ne pas pathologiser. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que grâce à cette découverte et à cette légitimation, réhabilitation, l'enfant, il va petit à petit s'imaginer, vous voyez, on a parlé de l'histoire tout à l'heure, qu'en fait, tout ce qu'il a subi, peut-être, n'était pas forcément et uniquement dirigé contre lui et contre sa personne, intentionnellement, mais peut-être que ça renvoie à des dysfonctionnements des autres. C'est-à-dire que, par exemple, une mère dépressive ou un père même maltraitant, que c'est pas dirigé, ou même si j'étais pas désiré, j'étais peut-être pas désiré, non pas parce que je n'étais pas désiré, c'est-à-dire mauvais, mais parce que mes parents n'étaient pas suffisamment adultes, suffisamment matures, suffisamment eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est les limites des autres, quelquefois, qui se traduit par le rejet et maltraitance, et ça n'est pas intentionnellement et uniquement dirigé de façon paranoïaque contre moi. Donc ça c'est ça, devenir adulte. Absolument. Et ça nous libère aussi de la persécution parce qu'on n'a plus ce regard paranoïaque que mon collègue ce matin ne m'a pas dit bonjour, mais c'est parce qu'il ne m'aime plus, parce que je lui déplais. Alors qu'il ne m'a pas dit bonjour, peut-être parce que lui ne va pas bien. C'est très important. Bah oui. Le dernier point dont je voudrais parler, c'est que, au fond, ce que tu montres, c'est que accepter la complexité de l'existence, accepter la complexité des émotions, c'est la seule manière de trouver une forme de simplicité. Absolument. Et que nous croyons l'inverse, que plus nous croyons qu'il faut que tout soit simplifié,
Et qu'en croyant que tout soit simplifié, c'est là qu'on rend tout compliqué. Absolument. Et donc notre discours, souvent trop simpliste, c'est lui qui est compliqué. Absolument, ça nous rend la vie invivable. Est-ce que tu peux expliquer ce Et d'ailleurs, paradoxe? c'est très étonnant de remarquer que plus la vie, dans la concrétude, dans la vie quotidienne de tous les jours, devient plus dure, plus compliquée, enfin, l'argent, le travail, les études, les enfants, le couple, l'amour, la sexualité, plus les choses de la vie se compliquent, et plus nous avons des gens qui, voilà, qui nous présentent des idéologies simplistes, et complètement binaires, complètement manichéens. C'est-à-dire il suffit de ceci pour transformer votre personnalité ou votre couple ou je ne sais pas quoi. Et ça, alors, c'est très intéressant parce que c'est ça qui nous empêche de vivre. À ce moment-là, parce que quand on simplifie trop, voilà pourquoi ça rend la vie compliquée. Parce que, par exemple, moi, je me dis, si j'éprouve encore un certain mal-être ou un certain désarroi ou une certaine tristesse, je me dis, et voilà, puisque les choses sont simples, il suffit de ceci et de cela pour retrouver la matrice et le bonheur. Alors, ça m'embête encore plus, ça me culpabilise davantage quand je me dis, il y a la guerre à tel endroit, il y a la guerre à tel endroit, il y a tant de misère, hein, et moi, je suis là en paix, dans l'abondance, etc. Et malgré tout, je ne suis pas heureux. Donc, la moindre émotion, voilà, ça, hein, involontaire, enfin, on dit plus négative, mais désagréable, eh bien, voilà, quand c'est trop simple, voilà, par exemple, à l'intérieur du couple, quand on croit qu'il suffit de ceci, il suffit de cela, etc., après, on devient complètement intolérant quand la communication n'est pas parfaite et quand le bonheur n'est pas total. Alors que la conscience de la complexité des choses fait que je deviens moins exigeant vis-à-vis de moi, je deviens un peu plus miséricordieux et je deviens beaucoup plus tolérant vis-à-vis d'autrui parce que je sais qu'il ne peut pas tout me donner et que moi, d'ailleurs, j'ai des limites aussi, je ne peux pas tout recevoir. Donc ça permet effectivement une accession à la gratitude et à la diminution des plaintes, parce qu'on sait les choses sont compliquées, hein, donc complexes, c'est difficile. C'est quoi la gratitude sur laquelle tu insistes souvent? Bah, la gratitude, c'est le sentiment, voilà, donc d'être content de ce qui, voilà, de ce qui nous est offert dans ici et maintenant, de ce que nous sommes, dans Dev- notre limite, dans notre, voilà, nos ombres devenir, et nos lumières. devenir adulte, c'est rentrer dans la gratitude. C'est ça le C'est de signe. rentrer dans la gratitude. Mais ça ne veut pas dire que tout va merveilleusement bien. Euh, Et d'ailleurs, devenir adulte aussi, c'est de dissocier, enfin, de distinguer l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas à l'extérieur que je vais mal. Vous voyez. Donc, voilà. Et Et puis, voilà la complexité. absolument, Je vois qu'il y a des choses qui vont mal. bien sûr. Voilà, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes au boulot, mais je peux avoir quelque chose de solide à l'intérieur de moi. Je peux être. Voilà, je peux être. Je n'ai pas, mais je peux être. Voilà, je n'ai pas, mais je peux être. Et donc Absolument. là, il y a quelque chose d'une certaine complexité. C'est ça. Je vais bien et je suis triste. Je vais bien et je suis angoissé. Les choses là sont ensemble. Et c'est ça, au fond, qu'il s'agit d'apprendre. Et nous, on a Absolument. beaucoup de mal. Soit je dois être joyeux, soit je suis angoissé, comme Il y a une c'était injonction de bonheur. une dualité qui rend la vie Absolument. complètement... Absolument. Encore l'autre exemple, il y a quelques décennies, donc bipolaire, le diagnostic bipolaire. Alors on se demande si vraiment, si c'est un concept qui correspond à la psychologie des gens. Mais pas du tout, parce qu'avant, nous avions la psychose maniaco-dépressive. C'est-à-dire que le sujet était dans une espèce d'euphorie et de joyeuseté extrêmement artificielle. Il était au 7e étage. Et puis, d'un instant à l'autre, ou du jour au lendemain, il sombrait, et sans ascenseur, au 7e sous-sol. Donc, ça faisait 14 étages de différence. Alors, c'était intense et assez imprévisible. Donc, voilà, la psychose maniaco-dépressive. Donc, les psychiatres savaient absolument comment traiter.
Et peu à peu, pour nous faire consommer, enfin c'est mon hypothèse, à partir de la psychiatrie américaine, on a inventé troubles bipolaires qui, en fait, à mon avis, n'existent pas parce que nous sommes tous bipolaires, en fait. Il y a des jours où on est un peu plus content que d'autres. Enfin, quand ça reste dans des amplitudes et dans des fréquences, disons, raisonnables, nous sommes, voilà, il y a des fois où on a plus envie de faire l'amour, on a plus envie de manger, on a plus, voilà, des fois on a aussi tendance à se replier sur soi. Ça tient peut-être aussi non seulement à des facteurs psychologiques, mais des facteurs hormonaux. Peut-être qu'il y a des variations dans la thyroïde ou je ne sais quoi, ou quand on est une femme par rapport à des hormones et tout ça. Mais justement, encore une fois, il faut se garder de pathologiser immédiatement les choses, parce que là, on est vraiment esclavagisé et ligaturé par des idéologies qui ne correspondent pas à notre fonctionnement psychologique et authentique. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a bien sûr la maladie psychique de la maniaco-dépression, Oui. mais il faut faire attention de ne pas généraliser et de Absolument. ne pas mettre dans cette case Absolument. des phénomènes qui sont tout à fait naturels. Absolument. De la manière que tu ne nies pas qu'il peut y avoir des dépressions très graves qui ont besoin de médicaments, Bien mais sûr. attention, il y a des dépressions qui font partie du processus de la vie et qui sont des moments où Naturel, oui. naturels ou qui nous On appelle invitent. ça dépressivité d'ailleurs. Oui. Et donc, c'est ça que tu essayes de montrer, de C'est ça. faire bien cette distinction C'est ça. et de ne pas tout pathologiser. Absolument. Eh bien, je crois qu'on a fait... D'introduire le mal, de penser que le mal est un bien. De ne pas les dichotomiser, de ne pas les cliver, de ne pas être dans le manichéisme. Parce que même déjà dans l'Ancien Testament, il est écrit « Et Dieu sépara les lumières des ténèbres ». Il n'est pas écrit que Dieu fit dominer les ténèbres par la lumière. Dieu sépara. C'est la distinction. Et ça, je crois que... Et au fond, c'est ça qu'il nous faut faire. Il Voilà. faut apprendre à distinguer le bien du mal, En les mais respectant. en les répétant, croire qu'on va éradiquer le mal, croire qu'on va éradiquer la souffrance, Absolument. c'est être infantile et c'est empêcher de grandir et de faire le travail qu'on a besoin de faire. Et c'est les augmenter. Et c'est les augmenter. Eh Voilà. bien, écoute, merci infiniment pour ce dense travail qui, je crois, est absolument libérateur. Merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. C'est toujours extraordinaire de pouvoir partager avec tant d'entre vous ce souci de justesse, de vérité, de croissance de l'individu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Vous allez voir, c'est passionnant.